Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ce format-là sur ma chaîne YouTube. Déjà, je voulais vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sur la première vidéo. J'ai eu pas mal de commentaires positifs, de messages privés, SMS ou autres. Donc déjà, je voulais vous remercier vraiment parce que je m'y attendais vraiment pas. Donc je suis super heureuse de voir que la première vidéo vous a plu et ça m'encourage vraiment à continuer. Sachez que mettre un pouce ou un commentaire aide énormément les créateurs de contenu sur YouTube, donc si celle-là vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire, j'y jetterai un œil. La vidéo du jour m'a demandé pas mal de travail car comme vous allez le voir, il y a beaucoup de chiffres et de calculs. Ceux qui me connaissent dans l'intimité savent combien j'aime les chiffres et le calcul, donc vous pouvez vous en douter, ça n'a pas été franchement une partie de plaisir tous les jours à écrire, mais je suis vraiment contente d'avoir mis le pied à l'étrier et de vous proposer ces informations-là aujourd'hui. Par contre, attention aux chiffres. Je précise d'emblée, même si je vais le redire dans la vidéo, ce sont des chiffres approximatifs. Je vais vous expliquer évidemment, mais je préfère le préciser dès maintenant. Et c'est pas la peine non plus de déformer mon propos, je ne vais inciter personne à prendre l'avion et je ne vais pas non plus dédramatiser ce mode de transport, bien au contraire. J'ai essayé d'être la plus exacte possible tout au long de la vidéo et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc pour étayer la première vidéo, à savoir l'impact du tourisme, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description, on va parler aujourd'hui dans le détail de la pollution liée à l'aviation. Je vais juste poser quelques bases avant de commencer, histoire que ce soit bien clair. Je ne vais pas parler des avions à usage militaire, ni sanitaire, ni quoi que ce soit. On va vraiment se concentrer sur l'aviation touristique. Il y aura donc 3 parties dans cette vidéo. Donc la partie 1, ça sera l'explication sur mes chiffres. La partie 2, ça sera vraiment les chiffres purs, on va dire. Et la partie 3, histoire de souffler un peu, on va décrypter un petit peu tout ça. Donc du coup, c'est parti. Pour commencer, soyons clairs, les chiffres que je vais vous donner ne peuvent pas être strictement exacts pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça dépend du type d'avion, ça dépend du nombre de passagers à l'intérieur, du nombre de bagages et aussi des turbulences. Tout ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure dans la vidéo, vous inquiétez pas. De même pour les autres transports, pour comparer un petit peu les chiffres de l'avion, quel type de véhicule on va prendre en compte. Si c'est les trains, c'est à peu près facile, encore que on pourrait très bien comparer les TER aux TGV, et avec quelle énergie ils sont alimentés. On peut aussi distinguer les véhicules, donc tout ce qui est 4x4, SUV, les citadines, mais là encore les citadines elles consomment pas la même chose d'une voiture à l'autre. Et en plus ça dépend si vous êtes seul dans la voiture, si vous faites du covoiturage, ça dépend de votre style de conduite, et évidemment ça dépend s'il y a des embouteillages ou pas. Pour revenir à l'avion, je vais donner un exemple concret. Je parlais tout à l'heure des différents types d'avions qu'on pouvait avoir. Par exemple, un Boeing 747, on dénombre 400 passagers quand il est plein, alors qu'un A380, il y en a 555. Vous voyez bien que ça fait quand même une grosse différence. De fait, rien qu'avec cet exemple-là, on peut affirmer que les chiffres sortis sont des moyennes. Les avions, ça dépend de quel avion on parle, et il n'est pas toujours rempli. Et pour aller plus loin, tous les passagers n'ont pas les mêmes kilos en bagages. Du coup, pour être clair, j'ai effectué mes calculs et j'ai pris tous les chiffres d'une seule source, donc d'un seul calculateur, histoire d'être claire et cohérente tout au long de cette démonstration. Et histoire d'être vraiment précise, tous les calculs ont été basés sur un départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. J'ai choisi éco-calculateur d'été aviationcivile.gouv parce que le chiffre symbolique d'une tonne aller-retour Paris-New York est respecté. En effet, on arrive à 492,1 kg pour un Paris-New York et un New York-Paris, donc si vous n'êtes pas fortiche en maths, je vous le dis, ça fait à peu près 1 tonne l'aller-retour. Maintenant que c'est clair et qu'on a les mêmes bases, on peut passer à la suite. Alors, pour commencer, je vais déjà établir un constat qu'on sache à peu près d'où on part. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 0,6%. Ça paraît peu comme ça, mais ça nous fait quand même arriver à une émission de 43,1 gigatonnes de CO2 équivalent. Et depuis la signature des accords de Paris, on a une hausse totale de 4%. Cette signature a fait suite à une série de négociations qui se sont déroulées durant la COP21 en 2015 sur les changements climatiques.
Cet accord est d'ailleurs rentré en vigueur en novembre 2016. Donc bref, en gros, depuis la signature et l'entrée en vigueur des accords de Paris, on a quand même réussi à émettre davantage. En 2018, l'Europe était responsable de 10,3% de la part totale des émissions, derrière les États-Unis et la Chine. Donc en fait, en 2015, on s'est réunis pour se dire que là, il fallait se bouger parce que ça urge, mais on a quand même réussi à émettre davantage. Mais ceci étant dit, pour bien comprendre l'impact des gaz à effet de serre, je pense qu'il faut quand même poser une base et expliquer ce que c'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre jouent en fait un rôle essentiel parce que ce sont eux qui participent à la retenue de la chaleur et qui du coup garantissent des conditions propices au déploiement de la vie sur Terre. Sans les gaz à effet de serre, on aurait une température qui avoisinerait les moins 18 degrés sur cette planète. Autant vous dire qu'on serait sûrement pas là, ni vous ni moi, ni pas grand chose. On aurait juste une petite planète d'eau gelée sauf au niveau de l'équateur avec de la terre glacée. Alors du coup, comment ça marche? Le soleil éclaire la Terre, jusque là tout va bien, mais seulement une partie de ces rayonnements atteint la Terre grâce justement au fameux effet de serre. Ensuite, la Terre grâce aux rayons du soleil se réchauffe et émet des rayons infrarouges qui, grâce à l'effet de serre, encore une fois, reste emprisonné et aide l'atmosphère à se réchauffer. Et grâce à ça, on arrive à garder des températures optimales pour garantir le déploiement de la vie sur Terre. Vous l'avez compris, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel et nécessaire, mais à petite dose. Ce phénomène si bien régi naturellement a été déréglé par l'être humain. En effet, le CO2, le méthane et autres, en nombre de plus en plus important, retiennent évidemment une partie de plus en plus grande de ces rayonnements. Et donc vous avez compris, ça chauffe. Petite parenthèse, sous les GES, donc les gaz à effet de serre, on retrouve en réalité 7 gaz qui participent activement au dérèglement climatique provoqué par l'activité humaine. Je vais pas citer les 7 parce que c'est pas le propos et sinon je vais vous perdre, mais on va s'attarder tout de même sur les principaux. Le méthane, principalement dû aux élevages, le NO2 ou le protoxyde d'azote. Du point de vue de l'environnement, ça correspond à l'utilisation d'engrais azotés, qui entraînent du coup l'émission de protoxyde d'azote. On retrouve aussi le CO2, je vais y revenir après parce que vous en doutez, c'est un point important, et il y a aussi la vapeur d'eau. Oui, la vapeur d'eau. Alors, c'est pas le propos, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, et en plus, il y a plein de littérature à ce sujet sur les internets. En revanche, le point important à noter tout de même, c'est que la vapeur d'eau, elle reste que quelques jours dans l'atmosphère. Alors que le CO2, lui, il reste jusqu'à un siècle. Et là, du coup, vous devez commencer à comprendre l'ampleur du problème. En ce qui concerne le méthane, le principal émetteur, c'est le secteur agricole, donc tout ce qui est culture, élevage. On parle d'ailleurs d'équivalent carbone, parce que ce secteur n'émet pas que du carbone, comme je viens de le dire, il émet également du méthane et autres. Bref, l'élevage est au coude à coude avec le secteur du transport. On parle d'une responsabilité à hauteur de 14,5%, et on parle de 9,7% juste pour les bovins. En effet, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC en fait, le secteur agricole sera responsable de presque un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. On notera par ailleurs qu'une grande partie des actions de déforestation sont menées pour l'expansion de terres agricoles et de fait participent aux émissions carbone. Le CO2 quant à lui est créé par tout un tas de choses. Les principaux responsables sont les secteurs industriels et tout ce qui va bien dedans. Donc les combustions à charbon, les combustions au pétrole, le textile, le bâtiment, etc. Le CO2 est aussi généré par exemple par les forêts qui brûlent et qui laissent échapper le CO2 qu'elles avaient absorbé et ne créent plus d'oxygène. Et le CO2 est évidemment aussi causé par les transports. Et comme c'est le sujet de la vidéo, je vais m'attarder là-dessus. Les 3/4 des émissions liées au transport sont dues aux camions, voitures et bus. Et pas l'avion, vous allez me dire. Mais attendez, j'y viens. Pour se donner une idée, un avion, ça émet entre 100 et 120 grammes de CO2 par kilomètre par personne, alors que le train, on est à peu près à 20, 22, 23 grammes. En termes de pollution, on entend aussi souvent parler des NOx, dont l'impact humain est très important. Cela entraîne des problèmes respiratoires légers jusqu'à très graves. C'est une petite parenthèse mais qui a quand même son importance parce que d'un transport à l'autre, vous allez voir, l'impact du CO2 et des NOx n'est pas le même. Et pour ces deux polluants, c'est quand même le trafic routier le plus dévastateur. En effet, selon l'Agence européenne de l'environnement, le trafic routier serait à l'origine de 32% des émissions totales des NOx contre 1% pour l'avion. Par contre, pour les gaz à effet de serre, pour 1 km fait en avion, on rejette 2,5 fois plus de CO2 qu'avec une voiture. Malgré cela, le trafic routier reste en tête des pollueurs majeurs loin devant l'aviation. Paradoxal ? Eh ben, pas vraiment.
Tout simplement car le nombre de voitures en circulation par jour n'est pas le même. On parle de 80 000 avions par jour, hors période Covid, contre plus d'1 milliard de voitures en circulation par jour. En France, on effectue 4 trajets sur 5 en voiture. De fait, en Europe, le trafic routier est responsable de 72 à 80% de l'émission des gaz à effet de serre, contre seulement 12 à 15% pour l'aviation. 15% ça paraît peu parce qu'il y a peu de monde qui prend l'avion comparativement à la voiture. Imaginez juste un instant si on prenait tous l'avion comme on prend notre voiture. Pour avoir une petite idée, en 2018, 11% de la population mondiale a pris l'avion. Ça fait à peu près 845 millions de voyageurs aériens, sur une population totale de 7,5 milliards d'êtres humains. Donc encore une fois, je vous laisse imaginer l'étendue des dégâts si on échangeait voiture et avion. Allons dans le détail avec les chiffres des gaz à effet de serre. Difficulté supplémentaire quand on annonce des chiffres que l'on veut comparer, classer ou autre, c'est que en fonction des sources que vous choisissez, les chiffres annoncés ne vont pas être les mêmes. Comme si c'était pas assez difficile comme ça. Par exemple, pour un aller Paris-New York, sur calculateur CO2.org, on atteint 1 tonne 28 de CO2 émis. Et sur éco-calculateur dta-aviation-civile.gouv, on est à 492,1 kg. Vous comprendrez donc que ça fait bien effectivement une énorme différence. Du coup, je suis partie du chiffre qu'on entend un peu partout, le fameux Paris-New York égale 1 tonne de CO2 émis. J'ai cherché un calculateur qui me proposait ce résultat et j'ai basé ma vidéo là-dessus. Pour parler concrètement, je vais vous donner quelques chiffres histoire qu'on ait une petite idée de notre impact quand on choisit de prendre l'avion pour se déplacer. Par exemple, pour Londres et Barcelone, on a respectivement 110 kg et 190 kg d'émissions de carbone. Marrakech et Montréal, on est à 406 et 824 kg. Et enfin pour Bangkok, on est à 1675 kg. Ces résultats, on est d'accord, sont basés sur un avion qui est plein. Donc on peut en déduire que quand l'avion n'est pas plein ou qu'il y a des turbulences ou autre, ces données vont changer. Les paramètres changent et on compare sur des approximations, ce qui n'est pas strictement scientifique. Enfin, ceci dit, ça donne quand même une bonne base, d'où l'importance de réduire drastiquement ces trajets en avion, de privilégier le covoiturage quand on prend sa voiture ou de choisir le train. En comparaison, 1 tonne de CO2, c'est à peu près ce qu'on émet par an pour se chauffer, par personne. Juste à titre indicatif et pour comparer un petit peu les émissions carbone des transports, l'ADEME estime entre 10 et 18 kg l'empreinte carbone d'un seul kilo de viande de bœuf. En sachant qu'en France, on en consomme à peu près 89 kg par an, je vous laisse faire le calcul. Je vais m'arrêter là pour les chiffres. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'infos à donner, de chiffres à donner, on pourrait débattre encore très longtemps, mais au final, personne ne serait d'accord avec personne. Mais pour aller à l'essentiel, on va retenir ça et ce sera déjà vraiment bien suffisant. Ça va déjà vous donner une bonne base pour entamer une réflexion et réfléchir peut-être à vos prochains trajets. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la suite. Vous l'avez compris, et si vous êtes encore avec moi, vous allez être d'accord pour dire que l'avion, c'est ce qu'il y a de pire en termes de moyens de transport. On l'a vu, ça fait à peu près 100, 120, 130 grammes par kilomètre émis en carbone, alors que le train, on est à 20, 23 grammes. Ça, c'est ok. Mais on est là pour décrypter, et quand on regarde, c'est seulement une partie de la population mondiale qui prend l'avion. Et sur cette partie de la population, encore une autre petite partie le prend régulièrement, voire trop, c'est-à-dire plusieurs fois par an, voire par mois. Le résultat, c'est celui qu'on connaît, c'est un trajet énergivore qui rejette énormément de gaz à effet de serre. La population mondiale en paie les pots cassés par le dérèglement réchauffement climatique qui a les conséquences que l'on connaît. Des périodes d'inondation de plus en plus importantes, l'acidification des océans, des périodes de sécheresse de plus en plus rudes qui entraînent des feux de forêt. Et je vais rester sur cet exemple et citer climatechange.org, ainsi que le rapport qu'ils ont effectué en décembre 2020, dont je vous ai mis la source en barre d'infos et que je vous conseille vivement d'aller lire. Bien que la crise sanitaire ait permis une diminution des émissions, je vais revenir sur ce point-là en détail à la fin de la vidéo, elle a aussi entraîné un affaiblissement des contrôles dans la lutte contre les feux de forêt. On a tous en tête les images des feux de forêt qui ravagent le Brésil, par exemple.
Mais on peut se laisser un petit espoir. Cette crise qui a laissé la porte ouverte aux feux de forêt en veux-tu en voilà pourrait remettre dans le débat public l'importance que jouent les forêts. En tant que gardiennes de la biodiversité d'une part, en tant que barrière naturelle à la circulation des pathogènes, et bien sûr leur rôle fondamental en tant que puits carbone. Au bout du compte, on est bien d'accord pour dire que prendre l'avion pour passer quelques jours à l'autre bout du monde est aujourd'hui presque condamnable. Faire 12 heures d'avion pour aller passer 5 jours à Tokyo ou prendre l'avion pour aller passer le nouvel an à Dubaï, clairement c'est un peu léger. Je vous faisais un point comparatif tout à l'heure sur l'impact d'1 kilo de viande de bœuf et comme on est là pour décrypter, je vais aller encore un petit peu plus loin. L'être humain ainsi que les animaux d'élevage représentent aujourd'hui 95% de la biomasse. La biomasse étant tous les êtres vivants qui occupent la Terre aujourd'hui, donc que ce soit les insectes, les animaux, les plantes, les arbres, nous, êtres humains, etc. Pour être plus concrète encore, je vais reprendre l'exemple d'Arnaud dans une de ses vidéos sur sa chaîne AstronoGeek. Si vous prenez 100 échantillons de biomasse, 95 seraient soit des êtres humains, des animaux d'élevage ou des plantes cultivées. Et si on n'appelle pas déjà ça une extinction de masse, je sais clairement pas ce que c'est. Dans un tweet, Alexandre Delegue reprend les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Alors que tout est à l'arrêt, voitures individuelles, avions, les émissions mondiales de CO2 n'ont baissé que de 5,5%. La raison, c'est que le plus gros des émissions ne vient pas de Monsieur Michu qui achète un SUV au lieu de rouler à vélo, c'est le charbon pour produire de l'électricité et du ciment. On peut avoir une lecture pessimiste, le monde est à l'arrêt et cela fait si peu, ou optimiste. Pour avoir des résultats significatifs, changer quelques techniques peut avoir beaucoup d'effets. Pas besoin de demander à des milliards de gens de changer toute leur vie. À titre indicatif et pour bien comprendre les objectifs que l'on a pour tenter de rectifier le tir sur le climat, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, estime qu'il faudrait une baisse annuelle de 7,5% de tous les gaz à effet de serre jusqu'en 2030 pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement global terrestre à 1,5 degré. On peut voir sur ce graphique les secteurs qui pourraient nous permettre d'atteindre nos objectifs avec en tête se nourrir, se vêtir et se déplacer. Alors je vais finir cette vidéo par une petite question. Est-ce que c'est si terrible de réduire drastiquement ces trajets en avion ? Est-ce que c'est terrible de choisir le covoiturage ou le train pour se déplacer? Est-ce que c'est terrible de diminuer sa consommation de produits animaux? Toujours avec l'idée en tête, pour reprendre Monsieur Delegue, que bien sûr le plus gros de l'effort doit être entrepris par les industriels. Néanmoins, les industriels ne changeront pas leur ligne directrice si nous, consommateurs, ne sommes pas instigateurs du changement. Je vous laisse méditer là-dessus et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester curieux. À très vite. Bandana baby, what up la la do do. Bandana baby, what up la la do do.